De 1830 et durant 40 ans, l'Algérie et ses habitants sont livrés à la sauvagerie du rouleau compresseur de la colonisation française. Ce sont les officiers français eux-mêmes en charge de cette conquête génocidaire et ethnocidaire, ceux des colonnes barbares du maréchal Bugeaud, qui ont rapporté les méthodes effroyables de cruauté utilisées pour soumettre la population algérienne. En effet, les carnages de Blida, de Constantine, de Zaatcha, de Lorwat et de tant d'autres villages et villes algériennes, les massacres de tribus entières par les enfumades, les immurements, les razzias, sans distinction d'âge ni de sexe, la destruction des récoltes, les pillages de silos et de troupeaux, avec pour résultat la désintégration totale de la population algérienne. Cette guerre de dévastation méthodique, déstructure totalement la société algérienne qui éclate, réduite à la survie élémentaire et livrée à la famine et aux épidémies. En 40 ans, la population algérienne a drastiquement chuté, ne laissant aucun doute sur la nature génocidaire de la conquête coloniale. La spoliation foncière est l'autre arme de compression massive de la société algérienne. De grandes lois foncières abolissent la propriété collective des terres pour la faire racheter par les spéculateurs. Ce dispositif juridique qui s'ajoute à la spoliation sauvage des débuts de la conquête et le bistouri de la vivisection sociale algérienne, réduisant les Algériens à la clochardisation, les transformant en un peuple de mendiants errants, figés dans leur statut de catégorie inférieure par le Code de l'indigène promulgué en 1881 par Jules Ferry, faisant écho au Code noir de 1685. On parlera pourtant de projets civilisateurs à l'intention des Algériens, estampillés comme race inférieure, selon les propos et les propres termes du démocratologue Alexis de Tocqueville, de l'humaniste, entre guillemets, Ernest Renan, et de Victor Hugo, l'auteur des Misérables, du républicain Jules Ferry, etc. Ce qui s'est passé en Algérie n'est pas unique en son genre. Les Amérindiens de l'Amérique du Nord, les aborigènes d'Australie, l'Afrique du Sud et la Palestine au XXIe siècle, avec le génocide de la population de Gaza par les Israéliens, cette dernière année, soutenue dans leur entreprise criminelle et génocidaire par la majorité des pays occidentaux. Ainsi, comment recontextualiser historiquement la question dans le temps long de l'émergence du racisme, de l'esclavage et de la colonisation, notamment de peuplement, sur fond de l'émergence du capitalisme? Comment cette histoire est toujours présente dans l'imaginaire et le comportement de l'Occident global à l'égard en particulier des pays anciennement colonisés? N'est-ce pas dans ce temps long qu'émerge comme condition idéologique du capitalisme la logique d'un universalisme à plusieurs vitesses? Un universalisme pour les uns, s'accompagnant d'un déni d'humanité pour les autres. Alors pour discuter de ces questions fondamentales, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tizi Ouzou, en Grande Kabylie, en Algérie, Belaïd Aban, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Belaïd Aban, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, bonjour à tous vos spectateurs et auditeurs. Un plaisir de les retrouver. Tout le plaisir est pour nous, professeur. Alors, en explorant systématiquement les analogies entre le passé, son héritage, ce qui se déploie aujourd'hui dans un contexte de crise systémique mondiale généralisée, je peux dire que n'importe quel observateur sérieux, un tant soit peu sérieux, peut constater avec aisance que les fonctions du retour brutal de la scission du monde en deux se résument comme suit. Et je pars sous votre contrôle et j'aimerais avoir justement votre avis sur ça. Alors, les hommes à part entière, c'est-à-dire les blancs, et les hommes entièrement à part, c'est-à-dire les non-blancs. Alors,
Professeur Aban, pouvez-vous nous dire comment cette idéologie raciale et de déni d'humanité de l'autre non occidentale s'est-elle déclinée durant la conquête et toute la période coloniale française en Algérie et en Afrique en général? Je vous remercie parce que vous avez parfaitement résumé j'allais dire, l'histoire de cette monstruosité qui est le racialisme et même le racisme colonial. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces choses-là plongent le racine profondément dans l'histoire. Mhm, Si vous voulez, il y a j'évoquerai trois points très importants. Pour vous dire à quel point donc ces théories racistes et racialistes qui vont légitimer les exterminations coloniales, donc ces théories-là vont plonger le Racine profondément dans l'histoire. Le premier rappel, c'est la controverse de Valladolid. Cette controverse, c'était donc au sein même de l'establishment espagnol de l'époque. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Espagne était la plus grande puissance de l'époque. Donc, cette controverse, c'était au moment de la conquête de l'Amérique, ce qu'on appelle de l'Amérique qui est mhm. devenue Amérique du colombienne. Nord? L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique Mhm, colombienne. C'est mhm, la conquête enfin, du Mexique et de tous les pays qui étaient au sud du mhm, Mexique, là, ce qu'on appelle l'Amérique, qui était pré-colombienne et qui va devenir colombienne avec la conquête en 1492. Donc là, cette controverse de Valladolid, on se posait la question, est-ce qu'il fallait considérer les habitants légitimes de ces contrées-là comme des êtres humains à part entière? Est-ce qu'ils avaient une âme? Et le seul qui s'était opposé à ce déni d'humanité, c'était le fameux moine Bartholomé de Las Casas qui s'est vu rabroué par tous les ténors de l'époque. Donc, pour l'establishment espagnol à l'époque, il n'y avait pas, les Indiens n'avaient pas d'âme, donc on pouvait les exterminer, on pouvait les déposséder. Et après, il y a eu ce qu'on appelle le requerimiento. C'est une sommation adressée aux Indiens du Mexique et je vais vous lire et ça va résumer tout ce qui va se allez-y, passer par la allez-y, suite. allez-y. Alors, voilà ce que dit c'est un extrait. Nous marcherons contre vous les armes à la main. Nous vous ferons la guerre de tous côtés et par tous les moyens possibles. Nous vous soumettrons au joug et à l'obéissance de l'Église et de Sa Majesté. Nous nous emparerons de vos personnes, de celles de vos femmes et de vos enfants. Nous vous réduirons en esclavage. Nous vous vendrons et disposerons de vous suivant les ordres de Sa Majesté. Nous prendrons vos biens, nous les ravagerons et et nous vous ferons tout le mal possible, etc., etc. C'était en Donc quelle ça, année, professeur Laban, c'était en quelle année? c'est en 1400, D'accord, à la fin du XVe siècle. À la d'accord. fin du XVe siècle. C'était la conquête de l'Espagne, c'était en 1492, donc ça se situe à peu près à cette période-là. Et c'est ça qui va présider à toutes les conquêtes coloniales, et partant du principe de cette controverse de Valladolid, que ces habitants-là n'avaient pas d'âme, et c'est comme ça que tous les conquérants, les Espagnols bien sûr, avec Cortés, les Anglais, surtout en Australie et dans l'île de Tasmanie, c'est l'extermination des aborigènes, considérant que c'était des êtres inférieurs, presque du rang de l'animal, et bien sûr, ce qui va venir par la suite, c'est-à-dire la conquête de l'Algérie et puis de l'Afrique subsaharienne. La grande différence, c'est que entre la conquête de l'Algérie et la conquête de l'Amérique précolombienne, il y a ce qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance, c'est un apport considérable, en tout cas dans la philosophie européenne, c'est l'humanisme, Mhm. c'est-à-dire l'homme au centre des préoccupations de toute activité humaine. Or, quand les soldats français de Charles X sont arrivés en Algérie, ils ont, ils ont jeté le bréviaire de l'humanisme à la mer. Et ils ont considéré que les gens qu'ils avaient en face d'eux, c'était des êtres inférieurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 19e siècle colonial, c'était également le 19e siècle du racialisme et du racisme. Parce que les théories de Spencer, le spencerisme, Mhm. les théories de Gobineau
sont passés par là, c'est-à-dire que le plus fort doit dominer. Le plus fort, c'est la race supérieure et le plus faible, c'est la race inférieure, donc on pouvait en disposer. Il y a encore autre chose une chose très importante, c'est les Lumières européennes. Les Lumières européennes, c'est également la forme la plus accomplie de l'humanisme. Or, Mhm. cet humanisme-là, il n'était destiné qu'aux habitants de la sphère européenne. Mhm. Et j'ai écrit dans un de mes livres que l'humanisme et les Lumières, c'était la grande malchance des colonisés algériens parce que c'était ceux qui avaient servi de prétexte pour la conquête coloniale. Voilà un Mhm. peu pour restituer Mhm. dans une perspective historique ce qui va se passer en Algérie, c'est-à-dire en fait les êtres auxquels on avait affaire, ce ne sont pas des êtres humains à part entière, ce sont, moi j'ai appelé ça de la matière biochimique, c'est-à-dire pour eux, c'est que des choses de nature biochimique, donc on peut tuer, emprisonner, torturer, etc. Et c'est malheureusement ça qui a débridé tous les instincts de l'armée d'Afrique en Algérie, en partant du fait également que cette armée-là a subi des défaites honteuses durant les guerres napoléoniennes, et elle a Mhm. voulu se redorer le blason en attaquant des tribus algériennes désarmées et sans défense. Voilà, bon, grosso modo, pour entrer dans le vif du sujet. D'accord. Alors, avant la conquête française de 1830, l'Algérie comptait entre 3 à 5 millions d'habitants sur son territoire. Et la population algérienne a connu un recul démographique quasiment constant durant la période de la conquête jusqu'à son étiage le plus bas en 1872. Alors, la période de la conquête de l'Algérie, donc 1830-1871, fut marquée par trois grandes phases d'évolution démographique de la population. Alors, de 1830 à 1856, la population algérienne tomba d'environ 5 à 3 millions d'habitants à environ 2,3 millions. Par la suite, en tout cas, là, on se fie à ce que le colonisateur lui-même a dit, hein, parce que moi, je parle aussi, encore une fois, sous votre contrôle, et vous nous direz si ces statistiques sont vraiment réelles ou c'est pire ou c'est moins, je ne sais pas. Alors, de 5 à 3 millions à environ 2,3 millions, après, par la suite, elle remonta jusqu'à 2,7 millions en 1861 avant de connaître sa chute la plus brutale à 2,1 millions d'habitants en 1870. Alors, professeur Aban, cela représente un recul de 30 à 40% de la population algérienne en 40 ans. Par quoi l'expliquer? Parce que c'est à cause de la civilisation. Peut-être que les Algériens ont trop mangé ou ont trop profité de la civilisation apportée par le maréchal Bugeaud. Il y a eu beaucoup de diabétiques ou je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer. Alors, et puis, est-il le résultat de l'agression coloniale, disons les choses comme elles sont, et de ces méthodes génocidaires? Oui, ben, c'est la thèse que j'ai développée de mon livre, Résistance algérienne, et que ce chapitre-là, je l'ai appelé Hécatombe démographique. Ça, en se basant seulement sur les chiffres de l'establishment colonial, c'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement de la population entre 1830, à l'arrivée du colonisateur, c'est-à-dire une population d'un peu plus de 3 millions, et on est tombé au recensement fait par les autorités coloniales elles-mêmes à 2,2, 2,1 millions. Donc c'est une véritable hécatombe. Mais si maintenant on analyse les statistiques à partir des données de Hamdan Khoudja qui était le secrétaire de la Régence d'Alger, qui a écrit dans Miroir, qui a recensé la population algérienne dans dans ce fameux livre qu'on appelle Le Miroir, et qui n'avait pas lieu de donner à controverse, puisqu'il avait été fait en 1832, donc Mhm. les statistiques étaient faites en 1832. Donc à l'époque, il n'y avait pas du tout de controverse autour de l'hécatombe coloniale, l'hécatombe démographique coloniale. Donc c'était des statistiques tout à fait académiques. Donc en comptant les foyers, les chevaux, etc., Hamdan Khoja avait recensé une population qui pouvait avoisiner 9 à 10 millions d'habitants. 9 à 10 9 à 10 millions. millions. Ouais. C'est parfaitement plausible et c'est parfaitement logique. Pourquoi? Parce que la France de l'époque
qui était un petit territoire par rapport à la population, par rapport au territoire algérien, la France de l'époque, elle comptait 25 millions. Alors, moi, j'imagine, c'est absolument inconcevable que l'Algérie de 1830 ne puisse compter que 3 millions d'habitants. Donc, le chiffre de 9 à 10 millions d'habitants est fortement plausible. Mhm. Et le recensement fait par les autorités coloniales en 1871, 70-71, c'était d'ailleurs à cette même occasion que l'autorité coloniale avait attribué des patronymes, disons, modernes, j'allais dire même des patronymes fiscaux, et cette population était réduite à 2,3 millions d'habitants. Donc, partons de 10 millions, 9 à 10 millions en 1830, on arrive à 2,3 millions en 1871, des statistiques faites par le colonisateur lui-même. Ce qui Mhm. veut dire que la population algérienne a chuté de 3 cinquièmes. C'est une véritable hécatombe. Imaginez que ce taux-là puisse être appliqué à un autre pays, notamment dans la modernité actuelle. Donc, ce qui s'est passé, c'est une chose absolument abominable. Alors, comment l'expliquer? Il y a eu évidemment les massacres coloniaux. Les Mhm. massacres coloniaux, ce n'est pas seulement les gens qui sont tués au cours des enfumades. Il y en a eu Mhm. par Mhm. milliers. Il y a eu plusieurs enfumades. Et ces témoignages-là ne proviennent pas d'auteurs algériens ou d'auteurs Ouais, étrangers. ouais, Ils ouais. proviennent des militaires, des colonels, ce qu'on appelle les colonnes infernales elles-mêmes, c'est-à-dire Pélissier, Bugeaud, Montagnac, Lamoricière, etc. Ce sont eux qui ont donné ces témoignages. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont sujets à caution. Deuxièmement, donc il y a eu les emmurements, les razzias, c'est une méthode incroyable de cruauté. On surprend une tribu à 5 heures du matin et on extermine tout le monde, hommes, femmes, enfants et animaux. Et on ramasse tout le butin, c'est-à-dire le grain, les animaux qui restaient, etc. Les enfumades, vous savez ce que c'est, donc les razzias, les emmurements également. À cela, il faut ajouter tous les problèmes en rapport avec la natalité, les problèmes en rapport avec la maladie, avec la dénutrition qui découlent directement des massacres et du Mhm. délitement de la société algérienne. À partir de 1860, il y a eu de très grandes épidémies. Il y a eu de très grandes épidémies parce que le peuple algérien était réduit en poussière d'individus. Il n'y avait plus de tribus. C'est comme une fourmilière où vous dispersez les fourmis, elles finissent toutes par mourir parce qu'elles ne peuvent concevoir leur vie, elles ne peuvent vivre que dans un système solidaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Algériens. Et puis donc le résultat, donc de grandes épidémies, et puis le résultat, c'est qu'il y a eu un véritable effondrement démographique. Dans les plaines algériennes, notamment dans la Métija, on voyait des cadavres partout. Et ceux qui survivaient, c'était ceux qui se réfugiaient dans les montagnes, parce que les montagnes n'ont pas été encore touchées par la colonisation. Ouais, ouais. Et on dit que aucun Algérien, aucun mendiant n'est mort de faim dans les montagnes kabyles. C'est Clamerjean qui cite, qui dit ça. Il dit ceux qui ont pu survivre, c'est ceux qui ont fui dans les montagnes et qui ont pu euh, trouver un peu de pitance. Mhm. Et on peut garder le souvenir, c'est ce qu'on appelait Atar. Ah, Atar, c'est les attends, mendiants les qui mendiants, hein. passaient dans les maisons, dans les campagnes, et auxquels nos grands-mères donnaient un peu une assiette de couscous pour survivre. Voilà un peu ce qui s'est. D'accord. Alors, professeur Aben, par rapport à ce que vous venez de dire, sur cette justement question-là de la justesse des chiffres, par rapport à ce que dit le colonisateur et ce que la référence que vous citez, alors, il y a quand même une chose que sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. Donc, cette conquête génocidaire, avec toutes donc, ces actions, fut justifiée dans les écrits justement des officiers coloniaux eux-mêmes par la déshumanisation, ce que vous voulez d'expliquer, décoloniser, qui constituait donc une sous-humanité. Donc, pouvant être massacrés comme du bétail par ceux qui incarnaient, soi-disant, entre guillemets, la race des seigneurs de la colonisation. Alors, néanmoins, peut-on vraiment se fier uniquement à l'historiographie coloniale pour rendre compte de ce qui s'est réellement passé, soit en Algérie, soit dans le reste des pays africains? Et pouvez-vous nous expliquer
le contenu du concept de la décolonisation de l'histoire coloniale que beaucoup d'historiens, notamment algériens et africains, disent, appellent de tous leurs vœux. Et ils disent que l'histoire, il faut mettre il faut en finir avec l'histoire qui a été écrite par le colonisateur et nous devons écrire notre propre histoire. Oui, 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 ça a été un vrai dilemme pour moi, qui suis pas historien, qui suis politologue. Donc, j'ai abordé euh, cette partie-là sous l'angle de l'analyse politique. Je n'ai pas fait un travail d'archives. J'ai fait un travail d'histoire mémorielle, mais j'ai pas fait un travail d'archives. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, si on prend comme donnée la littérature historienne colonialiste, on peut distinguer deux variantes. La première, c'est l'histoire colonialiste pure et dure qui justifie la conquête par le fait que l'Algérie était une terra nullius, c'est-à-dire il y avait Ni, absolument personne, donc on ni, pouvait ni s'accaparer nation, de ni peuple. voilà, ni peuple ni nation, c'est-à-dire un territoire sans nation. Donc on pouvait se l'accaparer et on pouvait aller encore plus loin en disant que sur ces territoires-là ne vivaient que des populations. D'ailleurs, dans l'historiographie colonialiste pure et dure, on ne parle jamais de peuple algérien ni de population algérienne, mais de peuplades, de tribus et dans le meilleur des cas, de populations au pluriel. Mhm. Alors, il y a le deuxième niveau de l'histoire, j'allais dire, française. Il y a la partie colonialiste pure et dure, et puis il y a des nouveaux historiens, comme il en existe d'ailleurs en Israël, les nouveaux historiens israéliens, qui Mhm. sont très honnêtes et qui décrivent l'histoire sous l'angle vraiment de l'objectivité. Il y a les nouveaux historiens français, comme Pascal Blanchard, Raphaël Branche, Sylvie Thénault, etc. Ce sont de jeunes historiens qui ne sont plus tout jeunes maintenant, mais qui ont eu un regard très objectif sur l'histoire coloniale algérienne. Et ceux-là reconnaissent bien volontiers maintenant que c'est un pays qui était déjà fait, même si on ne peut pas lui appliquer le concept moderne de nation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nations, il n'y en avait pas foison à l'époque. La nation française elle-même est toute récente. La nation allemande date de 1871, la nation italienne de 1871. Alors, comment peut-on exiger de l'Algérie qu'elle soit une nation en 1830 pour, euh, pour dire que, bon, si c'est une nation, on ne va pas la conquérir. Donc, cette histoire de nation est une véritable tarte à la crème qui a servi aux historiens colonialistes pour justifier la colonisation. Donc, voilà, moi, le but de mon livre de résistance algérienne, c'est une façon pour moi de jeter un regard purement algérien, parce que je suis un pur produit de la révolution algérienne, même si Oui. j'ai des très ouvert sur les autres cultures, les autres civilisations. Donc, c'est de jeter un regard purement algérien sur l'histoire coloniale. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un m'a suivi, quelqu'un a utilisé mon livre, c'est Benjamin Stora qui a écrit La guerre d'Algérie vue par les Algériens. Mon livre a été envoyé chez Fayard, il l'a mis sous le boisseau, ils l'ont réécrit Ouais. presque de la même manière avec un journaliste de Jeune Afrique qui s'appelle Rochebrune. Donc c'était un véritable plagiat. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit j'ai l'impression que tu as été pillé. Donc voilà, ils se sont mis, quelqu'un comme Benjamin Stora qui a maintenant une sensibilité algérienne, on peut le dire, parce qu'effectivement, maintenant, il y a les Algériens qui lui tendent l'oreille. Il a pris ce livre-là, le premier que vous connaissez, Résistance Ouais, algérienne, ouais, ouais. et il en a fait un autre livre qui s'appelle La guerre d'Algérie vue par les Algériens. En accordant, comme moi je l'ai fait, une part importante à Ben Arda de 20%, ce qui lui a été reproché par les critiques littéraires en France. Voilà un Ah, peu. d'accord. Oui, ben, il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Quant aux historiens algériens, il y a un véritable hiatus dans la façon dont les historiens algériens racontent l'histoire de la colonisation. Ils sont tétanisés, ils sont pétrifiés par le magistère des historiens français. C'est-à-dire, ils ont peur de donner le récit national algérien. D'accord. Ils se disent, c'est pas objectif, les autres, ils vont nous juger, etc. Les historiens français, ils n'ont pas peur d'être jugés par les historiens algériens. Ils écrivent ce qui leur passe par la tête. D'abord, l'histoire, il n'y a pas d'histoire. L'objectivité en histoire, c'est une fumisterie. Il n'y a que de l'histoire-mémoire, comme le rappelle si justement
Pierre Nora. Donc, il faut écrire de manière algérienne. Et la manière algérienne, c'est aussi de dire que les Algériens, ce ne sont pas des indigènes qui n'ont ni affect, ni psyché, ni sensibilité. Nous avons vécu guerre d'indépendance algérienne, que moi j'appelle la guerre de libération nationale, avec des émotions incommensurables. Ce que nous déniait le colonialisme, pensant que nous étions des sous-humains qui n'avaient pas de sensibilité. On ne pouvait pas ressentir quand on était frappé, quand on était torturé, quand on était humilié. Donc voilà, et ça, il faut raconter l'histoire à la manière algérienne, Absolument. c'est-à-dire vue par le cœur algérien, vue par l'esprit algérien. Et Alors, il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de honte bien à sûr. ça. Parce que les colonialistes, eux, racontent l'histoire telle qu'ils la ressentent. Et c'est pas vraiment, il n'y a pas d'histoire objective. Quand vous lisez certains récits des historiens colonialistes, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Quand ils vous décrivent ce qui s'est passé pendant la bataille d'Alger, ça veut dire que c'est eux qui ont souffert, c'est pas les Algériens. Ouais. Il y en a un certain, comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle cet historien, Jacques Prémot par exemple, il a décrit la guerre d'Algérie comme si c'était une guerre entre une puissance algérienne et une puissance française. Comme à l'époque, comment il s'appelle, que vous avez cité tout à l'heure, Tocqueville. Ouais. Tocqueville qui disait la guerre que nous menons ici en Algérie est toute particulière. C'est, en Europe, on ne peut pas imaginer une guerre comme ça parce que c'est une guerre contre des populations civiles. Ici, en Algérie, c'est la guerre elle-même. Il faut l'accepter comme ça. On attaque des populations civiles, on les décime, on les tue, on les vole, mais c'est la guerre ici. Donc, vous voyez un peu comment les historiens colonistes décrivent la situation. C'est pour ça il faut pas avoir peur d'écrire l'histoire algérienne à l'algérienne, c'est-à-dire un récit véritablement algérien, et c'est parfaitement légitime parce que ceux qui ont beaucoup souffert dans l'histoire, c'est surtout les Algériens, croyez-moi, et je sais Ouais. de quoi je parle. Et justement, euh, par rapport à ça, comment donc ce que vous avez écrit a été accueilli, soit en Algérie et en France? Ah, en Algérie, évidemment, mon livre a connu un très grand succès, et puis beaucoup de gens, et j'emploie le mot parce que le mot a été employé, beaucoup de gens m'ont dit que tu as déconstruit l'histoire coloniale. Mhm. C'est-à-dire, je ne raconte pas une rencontre idyllique entre un colonisateur français chargé d'humanisme et de lumière venu à la rencontre d'un peuple algérien qui n'attendait que ça et qui l'aurait accueilli Bras avec un ouverts. bouquet de fleurs. Ouais. Voilà, à bras ouverts et avec un bouquet de fleurs. Donc le mot m'a été dit à plusieurs reprises et on m'a dit également que j'ai déconstruit l'histoire algérienne. Il y a une partie de l'histoire, l'historiographie nationale algérienne qui n'était pas raconté de manière complète et correcte. Donc, à ce titre-là, on m'a dit aussi que j'avais déconstruit l'historiographie nationale algérienne. Et je le Mhm. reconnais bien volontiers. C'est pour ça que je suis crédité d'un certain sérieux. Je n'ai pas été, je ne suis pas allé pourfendre l'histoire colonialiste seulement. Lorsqu'il s'agissait de pourfendre aussi certaines données de l'historiographie algérienne, je ne me suis pas gêné pour le faire. Et c'est à ce titre-là que je revendique le titre d'homme totalement libre de D'accord, quelque cloche que ce soit. Voilà. d'accord. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on pousse un peu le professeur Laban, un peu la réflexion un peu loin. Alors, le régime colonial soumettait les Algériens et les Algériens à une législation d'exception se rapportant donc à un statut spécifique. Celui-ci fut défini par le Senatus Consulte du 14 juillet 1865 qui faisait des musulmanes et des musulmans des sujets français. Et cette législation d'exception établissait justement une inégalité en matière de justice pénale et d'accès aux emplois publics et adopté le 28 juin 1881 par le gouvernement républicain, entre guillemets, de Jules Ferry, le Code de l'indigénat, codifié et généralisé donc les dispositions relevant de l'exception du Senatus Consulte. Et vivant donc en dehors de l'état de droit, qui se construisait pour les Blancs, les Algériennes et les Algériens musulmans étaient privés de liberté
et de droits politiques, bien que, soi-disant, entre guillemets, ils étaient citoyens. Et donc, le code de l'indigénat ne fut démantelé par étapes successives qu'après la guerre de 39-45, en appliquant donc les politiques de racialisation coloniale aux populations européennes. Donc, le régime nazi, il faut dire les choses, les avait largement délégitimés. Et en conséquence, l'ordonnance du 7 mars 1944, signée à Alger par le général de Gaulle, reconnaissait une catégorie de population particulière, les Français musulmans d'Algérie. C'est-à-dire pas juste les Français, mais les Français musulmans d'Algérie, qui conservaient leur statut personnel, mais auquel l'égalité des devoirs et des droits était plus ou moins accordée. Alors, une question qui est très importante, les Algériens qui s'étaient sacrifiés pour défendre la France durant les guerres de 14-18 et 39-45, au moment où des millions de Français avaient collaboré officiellement avec les nazis contre leur propre peuple et leur propre pays, ne méritaient-ils pas au moins le statut de citoyen à part égale que ceux de la métropole? Et puis, euh, quid de ce que l'émigration subit à ce jour encore dans, dans ces pays? Oui, oui, oui. Ça ça aussi, c'est l'une des monstruosités coloniales. C'est-à-dire, pour mourir, on mourait en tant que Français, mais pour les droits, on restait toujours indigène. Je vais vous raconter une anecdote. Enfin, c'est une blague, mais qui pourrait effectivement être une anecdote et qui résume parfaitement les relations entre le colonisé et le colonisateur. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, deux soldats ont été arrêtés. L'un était un soldat algérien. En fait, à l'époque, on ne disait pas algérien, on disait indigène. Les Algériens, c'était les colonisateurs qu'on appelait algériens. Enfin, donc un soldat indigène et un soldat français. Interrogé par un officier allemand, il demande aux Français pourquoi vous vous battez contre nous. Et le soldat français dit, moi me bats contre vous pour défendre ma mère patrie, la mère patrie. Et il se tourne vers le soldat indigène et lui dit, et vous, pourquoi vous battez contre nous? Il lui dit, moi je me bats contre vous pour défendre la mère de celui-là. La mère de celui-là en désignant le soldat français. C'est parfaitement le cas. Les soldats algériens, les soldats indigènes qui sont allés se battre contre, d'abord contre pendant la Première Guerre mondiale, contre l'Allemagne, à leur corps défendant, parce qu'il y a eu une partie des tribus, notamment dans les Béni Chougran, qui avaient quitté la montagne et s'étaient enfuis pour ne pas être, pour éviter la conscription. Et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, c'était une monstrueuse euh, adversité qui leur tombait sur la tête, qui a été décrite par Mouloud Mamri dans un récit remarquable et dont j'ai beaucoup parlé aussi dans mon roman pour lequel nous avons eu une émission, Un si vous entretien, voulez. ouais. Voilà. Et donc, ça a été un très grand malheur vécu par la population que de donner leurs enfants à la guerre pour défendre une cause qui n'était pas la À leur. l'heure. Ben, absolument. Et donc, ce qui s'était passé, c'est qu'ils sont allés défendre une patrie qui n'était pas la leur. La preuve, c'est que en revenant de la guerre, ils ont trouvé leur pays défait, massacré, que ce soit après la Première Guerre mondiale, où l'Algérie a connu une très très grande misère avec des épidémies, des famines, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu les horribles massacres de Sétif qui ont valu euh, cinq- presque, d'après les Américains, 50 000 vies. Mhm. L'historiographie algérienne parle de 45 000. Les Américains qui étaient très présents à l'époque parlent de 50 000 vies. Et les historiens Prenant et Nouchi sont allés enquêter sur place. Ils ont trouvé qu'il n'y a pas une seule famille algérienne de l'Est algérien, en partant de la Kabylie, qui n'était pas touchée par les massacres de l'Algérie de l'Est à l'époque. Mhm. Voilà donc, je ne sais pas si... Cette transposition, justement, parce que c'est très important, et on a l'impression qu'il y a une transposition, mais c'est pas une transposition, mais disons que
le nazisme portait en lui les mêmes politiques raciales que le colonialisme. Donc, peut-on dire que le nazisme, l'apartheid qui est venu après, et ce que nous voyons actuellement, cette politique génocidaire à Gaza, est-ce que ce n'est pas la même matrice philosophique et idéologique qui a enfanté le colonialisme et sa barbarie? Qui s'est en quelque sorte transmise par génération jusqu'à arriver au fascisme. Le nazisme l'apartheid et actuellement cette faction-là génocidaire du sionisme. Oui, effectivement, mais beaucoup de gens l'ont dit. Et curieusement, un homme comme Alain Finkielkraut, qui est revenu complètement, qui est dans le cerveau est devenu hémisphérique maintenant, c'est-à-dire qu'il réfléchit qu'avec un seul hémisphère, Alain Finkielkraut lui-même disait que ce qui a engendré le nazisme, c'est le colonialisme. Et il ne croyait pas aussi bien dire, Aimé Césaire en a très largement parlé également, que probablement sans les grands massacres colonialistes, à savoir déjà, les Allemands ont expérimenté l'extermination de masse en Namibie. Mhm, Les Herero, la tribu des Herero a été exterminée à plus de 50%. Il y a une autre tribu dont j'ai oublié le nom qui a été également exterminée. Donc, le nazisme, c'est une sorte de remake de ce qui s'était passé dans le sud-ouest africain. mhm, Mais moi, je suis très mal à l'aise pour parler des horreurs du nazisme, parce que les horreurs du nazisme, elles n'ont pas, pour moi, elles n'ont pas atteint les horreurs colonialistes. Toutes absolument. les exterminations de masse, les abaissements, les compressions, le mépris, c'est quelque chose qui s'est Mhm, passé pendant les périodes coloniales, que ce soit à Madagascar, en Algérie, en Afrique équatoriale, ce qui s'est passé également dans l'Amérique post-colombienne ou précolombienne, ces horreurs-là n'ont absolument rien à envier à ce qui se passera par la suite pendant la période nazie. mhm. Et également, on oublie également de signaler que les guerres napoléoniennes ont été d'énormes boucheries, que ce soit en Espagne, en Italie, en Russie, en Europe centrale, en Allemagne, etc. Donc, l'Europe, avec ce qui a porté l'Europe, le capitalisme expansionniste, a véritablement été bâti sur une violence totalement débridée et l'absence totale de respect vis-à-vis de la dignité de l'être et de la dignité humaine. Mhm. Donc, et alors, le discours, justement, pour continuer dans le même élan, le discours civilisateur, donc, confronté à la réalité, est l'une donc des plus grandes supercheries, ce que vous dites dans vos écrits du 21e siècle colonial, parce que la nature de l'entreprise coloniale en Algérie est en vérité la preuve, vous l'avez déjà dit, que les Lumières n'ont jamais vraiment franchi les frontières de la France, tout comme, je rajouterai, les conventions de Genève ne concernent finalement que le canton de Genève. Après ce que nous voyons actuellement, nous avons toutes les guerres que nous avons vues, après la Deuxième Guerre mondiale, arrivant jusqu'à Gaza aujourd'hui. Et si elles sont donc porteuses de quelques bienfaits pour la population française, elles ont été bien des égards, le prétexte qui a engendré et justifié le pire des malheurs pour les peuples tombés sous la domination. Alors, une terre sans nation et l'autre, tarte à la crème, comme vous avez dit, de la rhétorique coloniale, l'incapacité des populations indigènes à former une nation rendrait donc légitime le droit de conquête et de colonisation. Alors, dans vos écrits, vous expliquez donc longuement que c'est ça qui a formé le credo de l'historiographie coloniale et donc l'un des arguments qui aurait scellé le destin de l'Algérie et de tous les pays colonisés, même jusqu'à l'apartheid, et ainsi de suite, et vouer donc son peuple à la domination. Alors, pouvez-vous nous expliquer cette, disons, cette schizophrénie. Comment les gens qui ont défendu soi-disant le droit et tout, bien que nous savons maintenant que quelqu'un comme Voltaire ou Montesquieu
étaient des esclavagistes eux-mêmes, bien qu'ils sont considérés comme des Lumières. Comment cette schizophrénie a opéré? Et parce que, on revient toujours au même sujet, parce qu'ils n'ont pas considéré les populations non européennes, je parle même de l'Europe à l'époque, l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe des Lumières, ils ne les ont pas considérées comme des êtres humains. Je dirais même pas des êtres humains à part entière, ils ne les ont pas considérés comme des êtres humains. Moi, j'ai parlé de matière biochimique. Pour eux, c'est de la viande, c'est de la matière biochimique qu'on pouvait écraser, qu'on pouvait tuer, qu'on pouvait humilier. Donc, ce qui était valable pour les populations européennes, y compris d'ailleurs pour ceux que vous citez, moi j'ajouterais Victor Hugo, j'ajouterais Ernest Renan, j'ajouterais Tocqueville, euh, même Jules Ferry. Jules Ferry, qui est le fondateur de l'école publique laïque et obligatoire pour les enfants européens, il n'a pas fait grand-chose pour les enfants algériens. Donc, parce qu'on ne les considérait pas comme des êtres humains à part entière. Et donc, les Lumières, comme vous dites, elles n'ont pas du tout joué pour ces. Et je dirais même que les Lumières ont été l'alibi de la colonisation, comme l'est actuellement la démocratie à l'américaine exportée avec les avions et les canons et les chars vers l'Irak, vers la Libye, vers la Syrie, etc. Mhm. L'argument civilisateur, l'argument démocratique actuel joue exactement comme l'argument civilisateur du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est que de la fumisterie. Le capitalisme, comme dirait Aimé Césaire, ce n'est pas de la civilisation, ce n'est pas de l'humanisme, c'est du commerce. C'est du vulgaire commerce, l'accaparement des richesses, des hommes et des richesses. Parce qu'on a accaparé également les hommes, puisqu'on les a fait travailler presque pour rien. Quand on me dit actuellement, quand je montre des photos d'Alger actuelles, une Alger belle, et blanche et lumineuse, on me dit ça, c'est la France qui a bâti ça. Oui, mais la France, elle l'a bâti avec les mains, avec le sang et avec la richesse algérienne. Et Les pour Algériens les sont Européens, et pour les Européens, et que pour les Européens, comme disait Farhad Abbas, ouais, peu importe qu'il y ait de l'électricité dans la maison, si cette maison n'est pas la mienne. ben oui. Ça résume tout. Ça résume tout. Peu m'importe qu'il y ait une route, si c'est que pour permettre aux colons de se déplacer de sa ferme de Sidi Moussa vers sa ferme de là-bas, voilà, avec les noms de l'époque, quoi. Voilà. D'accord. Alors Donc, maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un peu les tensions franco-algériennes, mais vraiment en posant les problèmes réels, pas justement les quelques gesticulations diplomatiques. Et l'un des problèmes, justement, de ce dossier de la mémoire, c'est, c'est les expériences nucléaires françaises, ou c'est pas les expériences, mais les explosions dans le cadre du programme militaire nucléaire français en Algérie. Alors, de 1960 à 1966, la France a réalisé 20 explosions nucléaires, dont 3, avant on n'avait comptabilisé que 17, mais il y a 3 qui ont été découvertes récemment en Algérie. Et on a les explosions donc atmosphériques et souterraines ont été effectuées sur les sites d'Urgane et Necker. 11 explosions ont été réalisées postérieurement aux accords d'Évian du 18 mars 62. La puissance totale des 20 bombes qui ont explosé au Sahara représente beaucoup plus que 600 kilotonnes de TNT, soit plus de 40 fois la bombe d'Hiroshima. Et chaque explosion nucléaire a libéré donc des matières radioactives qui aujourd'hui encore impactent tant l'environnement que la vie des populations présentes ou séjournent dans la région. Et selon les données disponibles dans un rapport de 266 pages, donc daté de 1996, classé confidentiel défense, versé aux archives du ministère français de la Défense et non déclassifié à ce jour. Il cite, je le cite, il n'a été retrouvé aucune synthèse et aucun compte rendu donnant l'état radiologique dans lequel les champs de tir ont été restitués en 1967 à l'autorité algérienne. Actuellement,
les autorités sanitaires de la région d'Aurigène ont pour leur part répertorié des dizaines de pathologies pouvant être liées aux conséquences donc, de ces explosions nucléaires, mais sans jamais qu'aucun lien formel n'est établi. Mais depuis l'entrée en application de la loi Morin de 2010, un seul habitant a été indemnisé. Un seul habitant algérien a été indemnisé. Et la question donc, du nombre de locaux recrutés sur les sites reste mal connue parce que nous ne connaissons pas les archives. Il n'existe aucun registre donc, public de travailleurs algériens ayant participé aux essais. Et entre 20 000 aujourd'hui, au moment où l'on parle, et 40 000 habitants sédentaires ou nomades résidaient dans un rayon donc, de 200 kilomètres selon donc, des estimations. Alors, que pensez-vous de la suggestion du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de ralentir les procédures d'indemnisation des victimes algériennes comme mesure de pression pour forcer Alger donc à accepter ses ressortissants sous OQTF, donc ordre de quitter le territoire français? Est-ce que ce n'est pas l'hôpital donc qui se fiche de la charité, sachant qu'aucun travail n'a été fait à ce jour par la France pour indemniser les victimes algériennes qui refusent même de déclassifier et qui refusent même de déclassifier les archives concernant son programme militaire nucléaire et chimique en Algérie à ce jour. À ce jour. Ces radiations font des victimes à ce jour. Ouais, c'est un problème très complexe. Maintenant, évidemment, il est devenu politique, mais c'est d'abord un problème humain et évidemment un problème technique dont les spécialistes maîtrisent sans doute tous les tenants et les aboutissants. La position de Rotaillot, je veux dire que ce n'est plus un ministre de l'Intérieur, c'est un ministre qui s'occupe de toutes les affaires sauf des affaires de l'intérieur. Ce que ne savent pas les Français, ils ne savent pas, et ce que ne sait pas Rotaillot, c'est que l'Algérie n'est pas un pays qui plie facilement, surtout sous la menace. Ça, ils ont tout faux de penser qu'ils peuvent amener l'Algérie à plier sous la menace. Il y a un adage qui est très connu des Algériens, et je pense que c'est le moment ou jamais de le dire, c'est Nifol Khsara, l'honneur même jusqu'à la mort. Ça, les Français ne le savent sans doute pas, mais les Algériens, ils ne plieront pas devant une menace. Aujourd'hui, Un arz wala nkno en berbère, c'est-à-dire pour nous faire plier, il faut nous briser le dos. voilà, plutôt cassé que plié, un arroz ou un inclou. Donc ça, c'est dans la psyché algérienne et c'est dommage que quelqu'un comme le ministre de l'Intérieur français ne le sache pas, parce que beaucoup de Français savent que les Algériens ne plient pas. Les Algériens, ils ont ce qu'on appelle, en matière de politique étrangère en tout cas, c'est peut-être pas le cas pour la politique intérieure, et je l'ai déjà dit, en matière de politique étrangère, les Algériens, ils ont une diplomatie vertueuse, une politique étrangère vertueuse, et ce qu'on appelle une unité de style. Ce qu'ils disent aujourd'hui, ils le diront demain. Ce qu'ils disent à New York, ils le diront à Moscou, ils le diront à Paris. C'est ce qu'on appelle l'unité de style. Alors là, si l'extrême droite française et ceux qui la soutiennent pensent que l'Algérie va plier sous des menaces quelconques de visa, de machin, d'indemnisation, là, ils se trompent lourdement. Voilà. Le problème, c'est que cette histoire-là, pour moi, c'est une intime conviction, mais une conviction profonde, c'est que l'algérophobie, l'agression anti-algérienne actuelle, parce que je pense que l'Algérie, quand elle a tort, moi je peux le dire, l'Algérie n'a pas tort dans ce cas-là, elle n'a pas tort. L'Algérie est agressée. Elle est agressée partout. L'Algérie a été qualifiée d'État voyou. Vous imaginez qu'on puisse Ouais. qualifier un autre État d'État voyou? C'est une chose impensable. Donc je trouve qu'il y a eu beaucoup de sang-froid de la part des Algériens devant ce type d'accusation. Donc l'intime conviction que, comme je vous le disais, c'est que toutes ces affaires-là sont liées à la politique intérieure française. Ce que cherche Rotaillot, c'est de se faire adouber comme candidat à la présidentielle. Et j'ai fait une émission ces jours-ci où la question fondamentale que je posais, à qui veut plaire Rotaillot? À qui veulent plaire les hommes politiques français pour tomber à bras raccourcis sur l'Algérie. J'ai l'impression que l'Algérie est à Rotaillot ce que Dieudonné était à Manuel Valls. D'accord. Je ne sais pas Non, si vous mais saisissez le. ce qui est important ici, professeur Aben, c'est que comment peut-on expliquer qu'à ce jour,
Moi de mon point de vue, moi aussi, je suis fils d'un résistant. Donc, de mon point de vue, le fait de ne pas ouvrir ces archives, la guerre d'Algérie n'est pas, la guerre d'indépendance n'est pas finie, elle est finie pour l'armée française. Mais pour les Algériens, puisque ces problèmes-là continuent de tuer, elle n'est pas finie. Et à ce jour, on ne veut pas donner les archives pour savoir où ont eu exactement ces essais nucléaires et donner aussi pour qu'on puisse faire le travail de nettoyage et de décontamination. Oui, cher ami, c'est un problème très complexe, comme je vous le disais. Je vais vous raconter une anecdote. Les Algériens, ils disent que les accords d'Évian ne comportent pas de clauses secrètes. Mhm, Ça veut dire que tout a été dit. Et ce qui a été fait par la suite par les Français, c'était soit contre les accords d'Évian, c'était ou contenu dans les accords d'Évian. Or, les accords d'Évian, et ça je le tiens d'un des présents accords d'Évian, c'est-à-dire le ministre, l'ancien ministre de paix à son âme, Ben Yahya. Ben Yahya, à l'époque où j'étais à Sciences Po, Ben Yahya était venu à une conférence de méthode où l'on travaillait justement sur les accords d'Évian. Il nous avait assuré qu'il y avait une partie secrète qui n'a pas été rendue publique dans les accords d'Évian. Et par la suite, on a su c'était les armes biologiques et chimiques de la base de B2. Donc, si vous voulez sortir les archives, et ça va faire mal partout. Ça va faire mal du côté français, ça va faire mal du côté algérien. Et les problèmes des archives de manière générale, ce n'est mhm. pas seulement les Français qui ne veulent pas les sortir, les Algériens non plus ne tiennent pas à les sortir. Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire mal. Donc c'est un problème très délicat. Mais il y a des C'est vies pas, aussi. on peut Mais là, il pas, y a des on peut vies pas. humaines. Il y a des vies humaines qui sont en jeu. Bien sûr qu'il y a des vies humaines, tout à fait. Mais ce dossier-là, je pense que lorsque les relations algéro-françaises seront apaisées et qu'il y aura au pouvoir des gens qui sont, j'allais dire, de prédisposition normale vis-à-vis de l'Algérie, normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préjugés ou de volonté de faire plaisir à tel ou à tel. Ce jour-là, je pense que le problème sera pris à bras le corps et qu'on finira par indemniser les Algériens qui ont été victimes de ces essais nucléaires et même des essais chimiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de militaires français qui ont été affectés par ces essais et qui ont Absolument, ouais. eu un mal fou à être indemnisés, à se faire reconnaître comme victimes des essais nucléaires français, à ce jour. Donc, Mhm. c'est un problème très, très délicat. Parce que si on commence à reconnaître, on tire une ficelle, on ne sait pas jusqu'où elle peut se dérouler. C'est un vrai problème. D'accord. Et par rapport, donc, même ça, donc, je vous l'accorde, ça, on peut essayer de penser, de réfléchir et de trouver des circonstances atténuantes. Mais la partie qui concerne la période ottomane, Oui, c'est un vol caractérisé, ça. Pourquoi on refuse de la restituer? Est-ce que c'est pas une volonté de d'amputer le peuple algérien de sa mémoire et de permettre à certains justement de dire que c'est la France qui a créé l'Algérie? Avant 1830, l'Algérie a eu des accords avec la France. On a même, s'il y a des archives, on peut bien trouver au nom de qui ces accords ont été signés. Est-ce qu'au nom de tribus, ou au nom d'une république ou d'un État ou d'un royaume? mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie existait au temps de Louis XIV, puisqu'il y a eu des accords signés avec Voilà. l'Algérie nommément citée par la Régence et Louis XIV. On parlait de l'Algérie. Les documents attestent que l'Algérie existait avant 1830. Donc, si vous voulez reconnaître, si vous voulez pousser les gens à reconnaître l'Algérie, ça veut dire que tout ce qui a été fait, la conquête de 1830, les massacres, le vol des terres, la spoliation, le senatus consulte, la loi Varnier, tous ces artifices qui ont fait de l'Algérie une possession française, eh bien, tout ça, ça délégitime tout ça. Or, c'est Mhm. le fait que l'Algérie n'existait pas, que c'était des populations éparses, que c'était une terre aride, que c'était des marais, alors que c'était l'Algérie qui vendait du blé à la France, au directoire. Donc, c'est tout ça qui légitime la conquête française. Si vous supprimez tout ça, si vous supprimez que l'Algérie existait, que c'était un pays riche, que c'était un pays instruit, eh bien, il faudrait que la France présente ses excuses et indemnise l'Algérie, qu'ils ont, en plus que le colonisateur a volé le trésor de la Casbah.
qui était mhm. l'un des objectifs de De la colonisation. la conquête de l'Algérie. Voilà. Et effectivement, on a transformé l'histoire de l'Algérie en page blanche. Et j'ajouterais encore, pour être très juste, que l'arrivée des Arabes et de l'islam ont transformé l'histoire pré-islamique de l'Algérie, c'est-à-dire la Numidie, le royaume de Massinissa, de Jugurtha, de Ouais, Missinissa, ouais. etc., en page blanche. Donc il faut si vous accusez le colonisateur d'avoir transformé notre pays en page blanche, alors à ce moment-là, il faut restituer aussi la vérité que l'arrivée de l'islam des Arabes ont gommé toute l'histoire pré-islamique de l'Algérie. Mais Salih lui-même avait envoyé un mémorandum à l'ONU pour dire que la nation algérienne existe depuis le 7e siècle. Non, l'Algérie existait depuis Gaïa, c'est-à-dire Gaïa, le père de Massinissa avec une capitale algérienne, Constantine. Voilà, il faut restituer toutes ces vérités si on veut avoir une crédibilité et une unité de style. Ça, par rapport à ça, j'aimerais aussi moi dire une petite raconter quelque chose. Donc, au mois d'octobre 2020, j'ai accompagné un groupe d'entreprises de voyagistes, de touristes russes en Algérie, et nous nous sommes rendus dans le Sahara, dans le Tassili Neger, à Jeannette. Et là, pour moi, en tant même algérien, donc la première fois que je visite cette région-là, trouver donc de l'art qui date donc sur des roches qui datent de 5 000 ans, de 10 000 ans, Oh, plus que ça, mais plus que ça. de 15 Plus que 000 ans. ça date de la période du néolithique. Ça veut dire que nous Du avions néolithique, oui, oui, des oui, plantes absolument. résistantes néolithiques Oui, 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 et oui, qui oui. étaient exportées en Égypte pour former la civilisation égyptienne. Voilà. Donc, dire que c'est la France qui a créé l'Algérie en 1960, en 1830, c'est... Pour reprendre une chose, le royaume de Massinissa englobait aussi une partie du Maroc. Alors quand on nous dit que le Maroc s'étendait jusqu'à Mascara, alors à ce moment-là, il faut revoir les frontières bien avant. Voilà, c'est pour ça que j'avais parlé de l'histoire de la déclaration de ce romancier qui a été emprisonné et qui a fait une déclaration malheureuse. Non, 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 surtout dans la période actuelle. Voilà, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le C'est pas sujet le sujet. d'aujourd'hui, c'est le recouvrement par les Algériens de leur dignité, de leur indépendance par la signature des accords du 19 mars, et qui Mhm. était le produit d'une très longue lutte et d'une très longue résistance douloureuse, mais fière et digne. Voilà ce qui est important à dire aujourd'hui. D'accord. Donc, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Professeur Beled Aben, je vous remercie vivement pour tous ces éclairages. Merci. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.